Welcome to my doom. C'est officiel, l'iPhone d'Apple sera distribué en France par Orange dès le 29 novembre prochain. Le modèle proposé sera le 8 Go et coûtera 399 € lorsqu'il sera lié à un abonnement. Mais la principale interrogation concerne la disponibilité d'iPhone débloqués. La législation française oblige en effet les opérateurs à vendre les téléphones seuls en plus de ceux couplés à un abonnement. Orange devra donc certainement se résoudre à mettre à disposition des iPhones nus, même si aucune confirmation n'a encore été annoncée. Sorti sur PS2 en 2006 au Japon, le somptueux Okami va connaître un portage sur Wii. Capcom l'a annoncé mercredi dernier lors de sa conférence à Londres. Tout ce que l'on sait actuellement, c'est que le jeu aura un gameplay adapté à la maniabilité particulière de la Wiimote et du Nunchuk. The Legend of Zelda Crossbow Training sera l'un des premiers jeux à utiliser le Wii Zapper, dont il accompagnera la sortie aux États-Unis le 19 novembre prochain. Le titre proposera aux joueurs d'incarner Link et de se servir de son arbalète pour tirer aussi bien sur des cibles que sur des monstres, le tout dans un univers proche de Twilight Princess. Aucune date n'a encore été annoncée pour l'Europe. Le deuxième volet de Rune Factory sur DS, décliné de la série Harvest Moon, sortira le 3 janvier prochain au Japon. Le titre de Marvelous Interactive est un RPG orienté Heroic Fantasy qui propose également des phases de jeu à la ferme, à la manière d'Harvest Moon justement. A noter que les joueurs du premier épisode pourront utiliser leur sauvegarde afin d'obtenir des bonus encore inconnus à ce jour. Worms A Space Oddity est le premier jeu de la série à sortir sur Wii. Les petits vers de terre seront donc de retour et connaîtront un ravalement de façade inhérent à une sortie sur les nouvelles consoles. Évidemment, il y aura un mode multijoueur qui devrait permettre des affrontements en ligne. Sortie prévue en France pour 2008. Welcome. You want to buy something? You want to buy something, stranger? Thank you. Goodbye, stranger. Ces derniers mois, on a assisté à une résurgence forte des jeux d'aventure. Les fameux point and click reviennent enfin sur le devant de la scène, pour notre plus grand bonheur. Comme les anciens géants américains du genre Sierra et LucasArts en tête ont fini par se détourner de ce type de jeu, c'est aux développeurs européens que l'on doit ce grand comeback. Expérience 112 est donc un jeu français, créé par Lexis Numérique, l'équipe déjà à l'origine du mémorable In Memoriam. La base Eden est un laboratoire scientifique top secret installé dans un tanker, quelque part au cœur du Pacifique. Léa Nichols, ancienne chercheuse du centre, revient à elle après une longue inconscience. Le navire semble désert, à l'exception d'une végétation luxuriante qui a envahi les coursives rouillées. Qu'a-t-il bien pu arriver? Où est passé le reste de l'équipe scientifique? Léa est-elle bien seule à bord? Eh bien non, puisque le joueur n'incarne justement pas Léa, mais une présence anonyme qui l'observe à travers le réseau de caméras du navire. Avec à sa disposition les plans du tanker ainsi que l'accès aux dossiers informatiques et appareils électroniques de la base, le joueur va devoir user de son influence indirecte pour guider Léa. Et qui sait, peut-être qu'ensemble, ils pourront résoudre les nombreux mystères d'Eden. Je suis sûre d'être venue ici. L'originalité d'Expérience 112 vient donc de son gameplay indirect. Le joueur agit en réalité au travers de l'OS du système de sécurité du navire. En activant des caméras, il fait apparaître de nouvelles fenêtres permettant d'observer les coursifs du navire et la progression de Léa. Pour demander à la jolie chercheuse d'explorer tel ou tel endroit, il faudra allumer les lumières ou autres dispositifs afin d'attirer son attention.
Au début de l'aventure, le joueur ne peut qu'influer sur l'angle des caméras, mais très vite, il sera possible d'activer la vision nocturne ou le zoom de celle-ci, ce qui entre dans la résolution des énigmes. Car oui, énigme il y a dans Expérience 112. Qu'il s'agisse de piloter un robot à distance, de déceler un mot de passe griffonné sur un mur ou de reconstituer une formule chimique, les méninges du joueur seront régulièrement sollicités. Heureusement cela dit, car le principal écueil du jeu, c'est qu'on s'y ennuie un peu. L'ambiance est très soignée, l'atmosphère oppressante et claustrophobe à souhait, avec une 3D sale qui n'est pas sans évoquer Silent Hill. Mais le rythme du jeu est lent, même pour un jeu d'aventure, à l'image de la démarche léthargique de Léa. Puisque le joueur ne contrôle pas grand-chose directement, on a parfois le sentiment de subir plus que de jouer. Et malheureusement, bien qu'intrigant, le scénario se révèle sans grande surprise et repose un peu trop sur l'artifice du flashback. Les images reviennent. Cela pourrait sembler une critique plutôt négative, mais Expérience 112 n'est pas un mauvais jeu. C'est une belle aventure, mais qui, pardonnez cette lapalissade, souffre des défauts de ses qualités. Lexis Numérique aura au moins essayé de faire quelque chose de différent, et le jeu a suffisamment d'originalité pour séduire un large public. Je crois qu'elle en passe pour 112. Taisez-vous là. Et puis après tout, ces temps-ci, les jeux qui laissent des souvenirs marquants ne sont pas si nombreux. Une raison suffisante en elle-même pour tenter l'expérience. Où que tu ailles, qui que tu sois, vaille que vaille, j'irai à toi. Même là-bas, au fin de la terre, sans soleil et sans air. Prends ce que tu veux dans les shops et ramène-la sur le comptoir si tu veux l'acheter. Prends ce que tu veux dans les shops et ramène-la sur le comptoir si tu veux l'acheter. Oh, un bouclier indestructible, 600 roupies. Aujourd'hui, dans une minute, pour parler de sa répétition. Mais j'adore, on va parler des câbles RGB. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Uytenbroek. Wouh. Eh ben Jean-Mi, ça a pas l'air d'être trop la forme, Jean-Mi, hein? Ah non, j'ai été sur internet, j'ai fait un tour sur des forums et j'ai vu que les gens, ils aiment pas trop une minute pour parler d'hommes. D'accord, mais j'avais pas du tout ça sur mes fiches. Il va falloir que je punisse mon assistante. Et pour cela, je vais lui faire manger non, arrête, Davy, c'est sérieux. Non, mais je vais lui faire manger du caca. Du caca, c'est drôle le caca, ça fait rire tout le monde, ça, le caca. Bah non, justement, sur les forums, ils disent que ça les fait pas rire. Mais alors, j'ai envie de dire, quoi qu'est-ce qui fait rire les gens, hein? Ils ont raison, t'es vraiment relou, quoi. D'accord. Sauf il y a un truc qui savent pas sur les forums, c'est que tu pues de la gueule. Je sais pas ce qu'il y a, t'as une odeur de radis qui émane de tes dents, c'est infernal, quoi. Ok. C'est fini alors? Hein? On arrête là? De toute façon, ils croient quoi les gens? Ils veulent quoi? Ils veulent que je mette un chapeau de clown, que je mette des grosses chaussures, et puis que je fasse des claquettes, que je glisse sur une peau de banane peut-être. Bah, ça les ferait marrer ça? C'est déjà un peu ce qu'on fait, ta veste c'est quand même un peu un chapeau de clown. C'est fini. C'est fini. De toute façon, les gens, ils feraient quoi? Je veux dire, Ruquier, un jour, s'il fait une mauvaise vanne, les gens ils croient qu'en envoyant un mail, ils vont réussir à le faire virer de l'antenne? Ça marche pas comme ça, hein. À la télé, les gens ils prennent ce qu'on leur donne et ils ferment leur gueule. Tu peux pas dire ça, Davy. Si. Bon, d'accord, c'est vrai, t'as raison. Je vais un peu loin, mais j'ai un peu pris la grosse tête, peut-être, je sais pas, mais ils m'énervent, ils sont cons aussi, les gens sur les forums. Mais arrête, redescends de ton piédestal, là. C'est bon, tu peux pas dire ça, c'est notre public, tu peux pas parler d'eux comme ça. Ouais, notre public. Ouais, t'as raison. Avec la présentation de 101%, avec tous les Japonais qui arrivent pas à dire une minute pour parler d'eux, j'ai trop pris la grosse tête, quoi. D'ailleurs, ce matin, j'ai essayé de mettre un chapeau et j'ai pas pu. Non, je pense qu'il vaut mieux que j'arrête. Je pense qu'il vaut mieux arrêter là. Je vais partir et je vais me ressourcer. Mais Davy. What can I do for you?
What can I do for you? Thank you. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Nous avions vu il y a 2 semaines l'importance qu'a eu Vic Viper pour Konami. Mais Vic Viper n'est pas tout l'intérêt de Gradius. Les ennemis aussi ont leur part de mystère. Mais s'il y a un ennemi qui peut rivaliser en termes de popularité avec Vic Viper, il s'agit bien du Moai. Déjà, qu'est-ce qu'un Moai? Un peu de culture. Moai est le nom local donné aux statues gigantesques sur l'île de Pâques. L'île de Pâques, Rapa Nui en langue maori, est une île isolée dans le sud-est de l'océan Pacifique. Leur taille peut varier de 3 à 9 mètres pour un poids moyen de 14 tonnes. Toutes sont des monolithes tournés vers l'intérieur de l'île. Rien n'explique ce qui a poussé les Pascuans à les ériger à un rythme de plus en plus frénétique et en taille de plus en plus colossale. C'est certainement cette pénible entreprise qui a mis à mal les ressources de cette île si éloignée. Les statues seraient cependant liées à un ancien culte des ancêtres d'après les archéologues. Dans leur état initial, les Moai avaient des yeux blancs faits de coraux. L'iris pouvait être rouge en utilisant du teuf volcanique ou noir avec de l'obsidienne. Certains Maui portent une sorte de chapeau, le pukao, fait à l'aide d'une roche friable et plus légère que le reste de la statue. Ce culte prit fin subitement lors d'une catastrophe écologique qui priva l'île de tous ses arbres et par là même de toute ressource en bois. Oui. Et toujours est-il que les Moai ont inspiré les créateurs de Gradius qui se sont amusés à les mettre partout dans les jeux. Mais revenons au départ. Dans Gradius, lorsque vous entriez dans le champ de vision du Moai, celui-ci vous jetait une bulle d'énergie. Tout comme sur l'île de Pâques, rien n'explique pourquoi des Moai se retrouvent dans l'espace. Certainement dû au ridicule de cette situation, les Moai spatiaux ont été victimes des pires déclinaisons possibles dans l'histoire des jeux vidéo. Dans Parodius, les pauvres Moai subissent les pires humiliations. On peut y voir des Moai pervers. Il y a même des Moai en tenue d'écolière qui envoient des bisous à la place de bulles d'énergie. Dans Parodius, c'est en quelque sorte la fête du Moai. Dans Paro Wars, qui est une parodie de Cosmic Wars et non de Gradius, on peut choisir une armée de Moai pour conquérir le monde. Encore une fois, les troupes Moai ne sont pas ce que l'on fait de plus sérieux en matière de guerre. Konami Crazy Racers est un jeu de course réunissant les principaux personnages de la firme. On peut y incarner un Moai, ce qui lui donne une légitimité supplémentaire, car dans ce jeu, il passe même avant Vic Viper, qui lui est un personnage débloquable. Dream Mix TV World Fighter est un jeu crossover dans la veine des Super Smash Bros qui réunit les éditeurs Konami, Hudson Soft et Takara. Dans le camp de Konami, on retrouve notre ami monolithique qui se bat d'une façon plutôt ridicule. Il jette bien entendu des bulles et donne des grands coups de tête à ses adversaires. On le retrouvera beaucoup plus discrètement dans Kubrick sur arcade, un casse-tête dans lequel on doit accompagner une bille jusqu'à l'arrivée. Lors des interludes, un Moai apparaît. Il y en a aussi un sur la page d'entrée de nom. Un Moai apparaît également en arrière-plan dans Twin Bidda sur Game Boy. Il faudra utiliser les bombes pour le détruire. Encore plus discret, un Moai se cache dans le buisson en arrière-plan du stage 7 de Castlevania Chronicles. Dans Castlevania Dawn of Sorrow, le boss Bad Company se transforme tour à tour en main ou encore en Moai cracheur de bulles. En cherchant bien, on peut même trouver plusieurs Moai dans Metal Gear Solid 2. Moai-kun, que l'on pourrait traduire par Monsieur Moai, est un casse-tête où le petit Moai doit déplacer des blocs juste avec sa tête, au sens littéral. Mais les Moai ne sont pas les seuls ennemis issus de Gradius que l'on retrouve dans d'autres productions de Konami. Voici quelques exemples. Dans Castlevania Symphony of the Night, on peut invoquer les dragons de feu de Gradius 2.
Pour cela, il faut s'équiper du bouclier de feu et du shield rod et les activer en même temps. Et le jeu qui réunit la plus grande ménagerie des monstres de Gradius est Goku Sentai Dabanda. Masato Shimon, le célèbre interprète de la plupart des génériques de Kamen Rider, chante même le thème du jeu. Dans ce jeu de baston, vous devez affronter tout un tas de monstres mythiques, comme les centaures par exemple. Et parmi ces monstres légendaires se trouvent les plus rudes ennemis de Vic Viper, à commencer par un Moai version golem. Dans une caverne, il y a un dragon capable de changer d'élément. Bleu, il maîtrise l'eau, blanc la glace et jaune le feu. Et sous cette forme, il ressemble fortement au dragon de feu de Gradius 2. Le premier boss de Life Force se trouve aussi dans le jeu, sous le petit nom de Brainy. Aussi sérieux que puisse être Gradius, toutes les déclinaisons de son univers ont été complètement absurdes ou inattendues. La folie est telle que les plus grands fans iront même jusque sur l'île de Pâques pour rechercher le goodies ultime. D'ailleurs, l'office du tourisme de l'île en question ne comprend toujours pas pourquoi de jeunes gens portant fièrement leur t-shirt de Moai font l'avion devant les statues en criant « Speed up! Laser! Option !» You were good. You fought well.